pourrais pas le dire, mais j'ai une approche du travail et les expériences sont différentes. Comment tu te confrontes, je pose beaucoup de questions comme ça parce que tu me fascines un peu dans ton parcours. Comment tu vis cette réalité d'acteur et de metteur en scène? Parce qu'on sait que quand tu es metteur en scène, tu es aussi un directeur d'acteur, donc tu as aussi des endroits où tu veux y aller. Et alors, comment tu te retrouves? Tu as travaillé avec des metteurs en scène comme Aristide, comme Jean-Pierre Gangané, bien d'autres. La dernière pièce dans laquelle je t'ai vu, moi, c'était une adaptation de Roméo et Juliette. C'était magnifique. Félicitations d'ailleurs. Et comment tu te retrouves à confronter à ça, d'être dirigé pendant que tu as l'habitude de diriger? Alors, moi, j'ai un truc. C'est-à-dire, les fois où je suis maçon, je suis vraiment maçon. Les fois où je suis menuisier, je suis vraiment menuisier. Tu vois, quand on m'attribue un rôle, je me contente. C'est un peu égoïste peut-être, ou c'est un peu méchant, mais je me contente juste de jouer mon rôle. C'est-à-dire, même si le maçon qui est à côté de moi se trompe pendant que je suis menuisier, je préfère m'en tenir à ce que j'ai à faire. Sauf s'il vient me consulter. Il me dit, écoute, je sens que là, j'arrive pas à bien déposer la brique. Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose? En ce moment, je peux faire appel à la petite connaissance du maçon que j'ai. Parce que j'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Parce que quand on désigne quelqu'un pour faire un travail, c'est qu'il a les compétences pour faire ce travail. Donc du coup, j'ai jamais eu de problème avec les autres metteurs en scène. Je n'interviens pas. Je me contente de jouer mon rôle de diriger, de comédien. Sauf si le metteur en scène ouvre une discussion à un moment et il aimerait qu'on l'accompagne sur une réflexion par rapport à un choix ou une option qu'il veut opérer. Voilà, donc j'ai jamais eu de problème dans ce sens. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier, les metteurs en scène avec qui tu as travaillé? Et pourquoi? Moi aussi, je suis quelqu'un qui fonctionne de manière contemporaine. Alors, le dernier avec qui j'ai travaillé sur 2 projets successivement, c'est Aristide. Donc, c'est lui que je porte en ce moment. Voilà, sinon j'ai eu à travailler avec des metteurs en scène comme Luis Marquez, Dieudonné Nyanguna et bien d'autres. Mais le dernier avec qui je travaille en ce moment, c'est Aristide. Donc, du coup, je suis plus proche de sa manière de faire en ce moment. Donc, je pourrais peut-être mieux parler de lui que de parler des autres. Qu'est-ce qu'il a de particulier comme metteur en scène? Je ne dirais pas qu'il a quelque chose de spécial que les autres. C'est parce que notre parcours est récent, tu vois, est neuf et est vivant. Voilà, on échange, on porte des projets et puis au-delà de ça, on est amis. Donc actuellement, c'est celui que je porte. Voilà, même si je ne rejette pas les autres, mais pour moi, aujourd'hui, les autres, c'est lointain. Parce qu'au sortir d'un projet, je ne suis même pas capable de te dire un seul texte. J'ai une mémoire de livre, en fait. Dès que je tourne la page, j'ai tourné. Ta première pièce à jouer, c'était Adieu Paris, c'est ça? Ou c'est, parce que je me dis, est-ce que je non, déjà à Gambidi, on a joué des pièces. Ok. Waouh, beaucoup de pièces, hein, avec Jean-Pierre. Oui, on a joué beaucoup de pièces. Okay. Mais le classique qu'on a monté, c'est Le Malade imaginaire de Molière, dans une mise en scène de Jean-Pierre Gangané, où j'ai joué le rôle de Cléante. Ok. Et pourquoi tu as noté le Adieu Paris dans ta biographie? C'est avec la troupe, je dis, tu l'as joué avec la troupe Empreinte. Oui, mis en scène par Abidine Duhari. Koulidiali. Oui. Disons que cette biographie est ancienne. Ah. Oui, oui. Je t'ai dit qu'Internet peut mentir. Voilà, mais ça fait partie de mon parcours. Je n'ai pas détesté, c'était... Abidine, c'était carrément autre chose, parce que nous, on avait toujours travaillé avec Jean-Pierre, qui avait une réflexion, qui avait une manière de faire, qui côtoyait le classique. Donc, du coup, j'arrive et je travaille avec ces jeunes metteurs en scène. C'est vraiment le contemporain, quoi, mais vraiment. Il n'y a pas de texte établi à la base. On part sur des impros. Imaginaire. Voilà, on part sur des impros, des matières, et finalement, on sort Adieu Paris, et qui a son succès aussi. Okay. Voilà. Okay. Et alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ton parcours au cinéma. Bon, là, je pense que je vais me tromper sur la biographie parce que j'en ai pas vu beaucoup. Okay. J'en ai trouvé 4. Déjà, un court-métrage, un moyen-métrage
Ça m'intéresse le terme. Et un autre long métrage, et après tu reviens au court métrage. Non, je pensais que tu allais faire un très très long métrage après. Ben, tu as les titres au moins. Alors, le premier court métrage, c'est Majigi. Je sais pas si je prononce bien. Majigi, c'est pas Majigi. le premier. Bah, c'est ce que j'ai vu qui est noté. Ah non, c'est le tout dernier, pardon. C'est le tout dernier. C'est 2020. Allez, il y en a bien qui sont... Réalisé par Maïmouna Ndiaye. Voilà. Le tout premier, c'est Du jour au lendemain, 2014. Ça, c'est une série. Ok. Bon, j'ai pas tout noté alors, je pense. Après, tu as Forêt du Niolo. Oui. Le rêve brisé. C'est un autre court-métrage. Moi, ma question, c'est pourquoi on ne te retrouve pas plus au cinéma? Est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Mais sinon, il y a des réflexions qui sont menées dans ce sens. Voilà. Et j'espère que dans les 10 ans à venir, les choses vont vraiment se mettre en place. Sinon, ce n'est pas des artistes qui manquent au Burkina. Voilà. Ah ben ça j'en suis convaincu, moi depuis 2019 que je fréquente ce pays, et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que j'ai autant d'amour pour le Burkina Faso. Je suis arrivé par la culture, par le théâtre, et j'ai tout de suite fait le lien. Il y en a, et je pense que la demande en est beaucoup, et les espaces en manquent, les espaces de diffusion, les espaces de circulation des œuvres. Toi, en tant que metteur en scène, je pense que tu en as fait payer les frais de ça, que tu as passé 3-4 mois à monter une pièce de théâtre ou une dizaine de jours, ça dépend. Parce que... non, mais plus parce que tu as le temps d'apprentissage du texte des comédiens. C'est ça, oui. Et que tu vas jouer 1 ou 2 fois ou 3 fois max dans un festival, et après, bon... et après, c'est mort. Après, c'est mort. Voilà, donc, parce qu'il y a un besoin aussi des tourneurs, déjà sur le plan local, qui n'existe pas. C'est une grosse gâchis à la fois pour les comédiens, parce que tu te nourris pas. Moi, je vois pas comment tu peux te nourrir dans un personnage en jouant 1 ou 2 fois. Oui, on en est conscient. Mais après, c'est tout un système. Et quand je parlais de réflexion tantôt, je pense que je fais partie même de cette réflexion. Des réflexions sont menées dans ce sens. Parce que normalement, le Burkina, c'est 13 régions. Donc, quand on crée une pièce, elle doit pouvoir jouer minimum 100 fois. Exact. Mais c'est toute une réflexion. C'est-à-dire, il faut réfléchir à tout l'appareillage, du moins. Il faut le tourneur local. Il faut des salles équipées en dehors de Ouagadougou. Il faut. Donc, c'est une grosse réflexion et c'est un gros travail à faire. Donc, il faut toute une industrie pour que des gens investissent même dans ce milieu-là. Oui, il faut que nos bailleurs aussi comprennent cela, que concevoir une salle de théâtre, construire une salle de théâtre, et que c'est aussi un business qui peut rapporter. Oui, parce que notre public demande, il en demande. Et notre public a pris l'habitude de voir une pièce 2-3 fois et il a envie de voir de la nouveauté. Donc du coup, si on diffuse à Ouara 10 fois, il faut songer à aller diffuser à Bobo au moins 15 fois et au fur et à mesure. Donc, il faut peut-être que les bailleurs aussi pensent aussi à ce facteur-là. C'est important. Et c'est là que j'avais trouvé intéressant le système du CITO. C'était le seul, ou juste pour ne pas dire que jusqu'à maintenant, c'est le seul qui permettait de jouer pendant 1 mois, par exemple, une création. Et est-ce qu'on va continuer sur cette lancée-là ou ça va être difficile? Je pense qu'on va continuer. On va continuer. Là, on constate nos caisses vides et tout. On est en quête de nouveaux partenaires. Mais en attendant, il faut que le CITO continue de vivre. Et si j'ai voulu bien prendre cette présidence, malgré le gouffre dans lequel la maison s'y trouve, c'est que j'ai envie que le côté artistique ne manque pas. Voilà, donc il faut que je travaille à trouver des ressources locales et aussi beaucoup m'appuyer sur la ressource humaine. Voilà. Et c'est ce travail que je vais faire en attendant qu'on trouve un partenaire qui veuille bien mettre ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? N'hésitez pas, vous pouvez faire des signes pour poser des questions. Et surtout, on sait qu'il y a des artistes dans la salle, des metteurs en scène. S'il y a aussi des questions sur le live, n'hésitez pas à nous dire. Et Khalifa, tu pourras vérifier s'il y a des gens qui posent des questions sur le live pour qui s'adressent à Noël. Il y a des questions?
Attends, je laisse le temps de réfléchir sur les questions. Il y a un journaliste qui a écrit un truc sur toi que je trouvais assez beau. C'était et il a dit que, en fait, il a pris une expression qui est attribuée à Michel-Ange quand on parle qu'il a, il a le compas dans l'œil pour parler de toi en tant qu'un vrai architecte après une mise en scène que tu as pu faire. Tu te rappelles de ça? Non. Ouais. J'aimerais entendre ce qu'il dit. C'est ça, il a dit que tu as le compas dans l'œil. Il a dit comme en effet qu'un vrai architecte de la pensée, le metteur en scène Noël Minungu a pu transcrire de manière fidèle l'histoire racontée par Kantemba. Ça te rappelle la mise en scène? Kantemba. Et cela n'a pas été sans effet sur le public qui, à des moments donnés, avait souvent vu. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que le journaliste, il a dit, et le public a voulu monter sur la scène, taper le gars, tellement tu avais bien campé le personnage. C'est une histoire assez difficile quand même. Alors, c'est un auteur sud-africain qui a vécu sous la ségrégation et tout ça, qui te sort cette œuvre. Alors là, c'est l'histoire d'un couple. Voilà, c'est un couple qui vit dans une sorte de misère, dans le ghetto. Alors, le monsieur, par arrangement, la femme a bien voulu être avec lui, parce qu'elle ne l'aimait pas au fond. Mais la famille a voulu qu'elle se case parce que il n'y avait pas de belles choses qui se disaient sur elle. Et finalement, elle décide de se poser avec Philémon, qu'elle n'aimait pas vraiment. Voilà, et Philémon n'étant pas riche et tout. Donc du coup, elle tombe dans une relation avec quelqu'un qui a un peu de pognon, qui travaille dans une mine, si j'ai bonne mémoire. Et puis un jour, malheureusement pour elle, le mari arrive sans prévenir, et puis l'amant arrive à se sauver, mais en oubliant sa veste. Dû le titre, le costume. Ah, mais oui, j'ai vu cette pièce aussitôt, je crois. Donc du coup, le mari, il a eu l'impression de voir quelqu'un qui est en train de s'échapper. Mais seulement, il n'arrive pas à rattraper cette silhouette. Mais il se dit, ok, si c'est un costume d'homme, c'est que c'est un homme qui était là. Ouais. Et puis du coup, il décide de ne pas faire de guerre à sa femme. Il utilise le costume. Et il décide, et il dit à sa femme, désormais, j'aimerais que ce costume fasse partie de la famille. Ouais, qu'il met à table, que le costume soit à table avec nous, qu'il participe à nos discussions et qu'il arrive à manger également. Ah, je l'ai vu, c'est une dimension assez dramatique, mais en même temps assez comique pour les gens d'ici. Et puis bon, voilà, ça c'est la forme de l'auteur. Mais moi, je décide de l'installer vraiment, je décide d'inventer ce township. Parce que ce township, pour moi, rend suffisamment hommage à l'auteur Kantemba, parce que c'est dans un township à travers une vie d'alcooliste, parce que finalement, le gouvernement en place décide de primer cet auteur qui disait des choses, qui avait une plume assez critique et tout, et finalement, c'est dans ce township qu'on l'éteint, et à petit feu. Voilà, donc du coup, moi, il me faisait penser à un monsieur comme Norbert Zongo et beaucoup d'autres journalistes qui ont travaillé pour que cette liberté que nous avons aujourd'hui existe. Et voilà, j'ai eu envie de créer ce township. Et pour moi, un township ici, c'est quoi? C'est le non-loti. Donc, j'invente tout ce monde-là et j'invente tous les personnages que l'auteur raconte, mais qui n'existent pas réellement dans la pièce. Voilà, donc j'explose. Au lieu de me limiter à une banale histoire de couple, je décide de créer tout un village, tout un ghetto. Voilà un peu. C'est vrai, je me rappelle de cette mise en scène, je l'ai vue aussitôt, c'était impressionnant comme j'avais vu cette pièce, le décor et la façon dont tu avais utilisé tout l'espace. Et j'avais vu aussi un acteur que j'adore, comment il s'appelle là? C'est un vieux père. Comment il s'appelle? Serge Henry. C'est Serge Henry, qui est l'un de mes comédiens préférés. Qui a joué Mafikela. Et qui était formidable. Je l'ai vu aussi d'ailleurs avec toi sur Roméo et Juliette. Tout à fait. Donc c'est quoi l'expérience de jouer avec lui? J'aimerais bien connaître ça. Il est comment en répétition, en préparation? Il est chiant. Ah bon? Il est drôle en même temps. Mais il est très intéressant. Il est très, très, très intéressant. Et quand Serge est dans une équipe,
et il envoie cette chose qui fait que les tensions retombent. Parce que pendant une création, au bout d'un moment, on stresse. On se fait même la guerre quelquefois. Donc, mais un gars comme Serge, qui est beaucoup comique, qui a un humour, mais souvent déplacé, arrive quand même à nous détendre. Voilà. Donc, j'aime Serge dans ce sens. Et c'est un bon tonton, c'est un bon grand frère, au-delà même du métier. Voilà. Moi, j'ai hâte de le voir un jour sur un spectacle de One Man Show, qui fait un solo de stand-up ici à Ouaga Comedy Club. Et je pense qu'il a entendu ton invitation. Ah, parce que cela, il va le suivre. Tu l'as entendu. Même si c'est en différé. Ouais, on aimerait bien. Parce que je sens comment il va camper le personnage. Et je l'ai vu dans des rôles dramatiques. Avoir des détours là-dessus. J'aimerais que dans les années à venir, mon pays me finance pour un rêve que je porte artistiquement. Voilà. Oui, que le public même consomme, parce que les gens consomment, ils achètent à manger, ils achètent des vêtements, ils payent le carburant. Pourquoi ne pas payer pour la culture? Non, mais c'est différent. Le théâtre ne peut pas avoir un prix. Le théâtre ne peut pas avoir un prix. C'est-à-dire? Le théâtre peut avoir un accompagnement, mais dire un prix, il m'est difficile parce que il y a des projets qui coûtent 100 millions, il y a des projets qui pourraient coûter 10 millions, il y a des projets qui coûteraient 30 millions. Ça dépend. Et le théâtre, c'est vaste. Voilà. Et le théâtre, c'est pas individuel. Donc, un peintre, seul, il peut faire son travail. Tu vois? Un musicien, seul peut faire son travail et à un moment, à la finition, il invite d'autres musiciens pour la finition. Mais le théâtre, depuis la réflexion, ça implique déjà d'autres personnes. Oui. Le théâtre est bien plus compliqué. C'est un peu comme le cinéma. Le réalisateur à lui seul ne peut pas porter son cinéma. C'est une équipe. Donc j'aimerais vraiment que nos autorités, les autorités africaines de manière générale, travaillent dans ce sens. Parce que si nous voulons rejoindre les discours que nous tenons depuis la nuit des temps, qui est que l'Africain doit se retrouver, avoir une manière à lui de marcher, retrouver sa culture, être lui-même et tout, il faut déjà que nos différents États travaillent à mettre ce qu'il faut dans la culture. Parce que c'est à travers ma culture que tu arrives à mieux identifier mon visage. Oui. Je suis d'accord. Et aussi, quand tu autofinances ta culture, tu peux avoir des créations qui vont dans ton sens. Oui. Pas dans le sens du bailleur ou de celui qui finance. Oui, chaque financement a ses exigences. Oui, chaque financement, je ne dirais pas à ses exigences, chaque financement cache une hégémonie, chaque financement cache une politique. Oui. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que les États, mais il faut aussi le secteur privé y travaille aussi. Parce qu'on a souvent délogé pour dire que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, mais on oublie. Parce que le secteur privé, c'est lui qui crée de l'emploi. Et le secteur culturel, l'industrie culturelle, c'est une industrie qui crée de l'emploi. Oui, quand tu as un théâtre, d'accord. tu emploies un certain nombre de gens. Tu en emploies des techniciens, tu emploies même sur une création d'une pièce, des costumiers, des gens qui seront pas sur la scène, que tu peux faire tourner dans une machine. Et ça, quelqu'un qui a un théâtre, et dans les pays qu'on parle, là, la plupart des théâtres sont des théâtres privés. Tous les théâtres ne reçoivent pas de financement. Oui, mais reconnaissons que c'est l'État qui laboure le terrain. Oui, et bien justement, c'est que le fait que le secteur privé va s'investir, il va exiger à l'État de mettre des cadres, des lois qui vont encadrer, qui les permettent d'avoir des bénéfices sur les investissements. Comme nous, là, ici, à Ouaga Comedy Club, qu'on a les impôts qui commencent à nous taper les portes alors qu'on a fait une année catastrophique. C'est tout ça qu'on n'a pas une industrie assez forte pour dire non, mais écoute, il faut alléger certaines règles parce qu'on n'est pas comme celui qui vend un sac de riz. C'est pas parce qu'on vend une bière à 100 francs, à 1000 francs, qu'on gagne 200 francs sur la bière, que vous pensez que c'est suffisant pour couvrir tout ce qu'il y a. Bon. Oui, cette filière existe à l'université. On enseigne les arts dramatiques au département Tagak. Donc l'État forme des gens. De la théorie. Oui, non. Théorie, certes, mais l'État forme des artistes. D'une certaine manière. À l'université, c'est la théorie pour moi. Parce oui, que tu peux le dire. Le théâtre, ça s'apprend dans une école ou dans un conservatoire. Oui, mais ce monsieur, il part de là
Il part de là, du département d'Agak, où il suit des études en art dramatique. Peut-être qu'après, il a envie de venir au CEFRAV pour poursuivre cette étude. Ouais. Donc, pour moi, c'est l'État qui installe les bases. Voilà. Donc, moi, en tant que lambda, j'ai besoin d'arriver sur un terrain qui est légèrement labouré pour que je puisse exceller dans ce que j'aime le plus faire. Et ce que je fais n'est pas quelque chose de brimable, parce que moi, mon travail, c'est de travailler à ce que ma société soit apaisée. C'est de travailler aussi à donner de la valeur à cette culture que nous avons, puisqu'elle est multiple. Et c'est mon rôle. Peut-être éleveur, j'en sais rien. Tu laisseras le milieu culturel. Parce que peut-être je commence à un peu fatiguer. J'ai toujours lutté contre la subvention. J'ai toujours lutté contre les financements. Parce que j'ai fait des constats dans certains pays voisins. J'ai comme l'impression que c'est des choses qui tuent l'art. Oui. Surtout quand ça vient de par-ci, par-là. Est-ce que l'État travaillera à voter un budget chaque année? J'espère que je pourrai répondre. Est-ce que tu as une vie de famille? Oui. Comment tu partages cette vie de famille avec ta vie artistique et professionnelle? Pour moi, ça va ensemble. J'arrive pas à dissocier, puisque celle qui partage ma vie est aussi comédienne. Koussé Alimata, elle est comédienne. On comprend mieux alors. On sort ensemble du théâtre de la fraternité et on ne s'est plus jamais quitté. Voilà, on a 4 enfants. Voilà, moi je suis arrivé avec un enfant, elle est arrivée avec un enfant et puis on en a fait 2. Donc on a 4 enfants. Et puis, ça c'est un très beau couple. Hein. Oui. Chacun ramène quelque chose de l'extérieur. Voilà, il fallait arriver riche quand même. Il fallait arriver riche. Donc du coup, voilà, on est une équipe de 6. Et puis voilà, on serre les coudes. On n'a jamais quitté, on n'a jamais dissocié les deux. Même parce qu'elle a travaillé dans la plupart de mes pièces. Hein. C'est même la première comédienne que je distribue. Voilà, parce que pour moi c'est important. C'est une comédienne à qui je peux encore parler à la maison, même si ça la saoule. Je comprends. Moi, c'est intéressant. Voilà, au moins j'ai une comédienne à qui je peux encore continuer de parler à la maison. Oui, mais on sait que les metteurs en scène, vous continuez à travailler. Même la nuit, vous vous réveillez. Il y a ça, il y a la création. Votre pensée là, ne s'arrête pas de bouger sur une création. Oui. Et la pauvre qui doit encore te supporter dans cette démarche-là. C'est ça. Donc, moi, j'aurais demandé double cachet. Bon, là tu lui donnes peut-être des idées, on verra bien. T'as vu les filles de la salle, elles font ouais, c'est ce qu'il faut faire. Donc du coup on jongle. Pendant 2 répétitions, je peux me sauver, aller chercher les enfants et puis bon voilà. J'ai jamais dissocié. Voilà, quand j'établis mon programme, je pense toujours à la famille, aux enfants surtout. Et ils adorent le théâtre, tes enfants? Ils n'ont pas le choix. Bah si, toi t'avais le choix, non? Eh bien, je leur demande pas. Je demande pas est-ce que vous avez envie de voir la pièce. Je les embarque. Est-ce que tu prennes leur critique? Est-ce qu'ils t'ont déjà critiqué sur des créations que tu as fait pour bientôt? Des pièces? Pour ceux qui me connaissent savent que moi j'ai tout le temps des projets et même trop de projets. Voilà, là j'ai envie de monter L'œil du cyclone de Luis Marquez. Que tu as déjà joué dedans, cette pièce? Non, j'ai joué dans Tatou. L'histoire du Tché au Congo, mis en scène par Luis Marquez. L'œil du cyclone. C'était la compagnie qui s'appelait L'œil du cyclone. Voilà, mais cette pièce, il a intitulé L'œil du cyclone. Ok. Voilà, j'ai envie de la monter avec 2 comédiens. C'est un duo, une avocate et un soldat de guerre. Parce que pour moi, il y a ce qui se dit, le contexte, ça correspond vraiment à ce qu'on vit en ce moment. Ce sera de la comédie ou... Ce sera de la comédie? Oui, plus ou moins. Et non, on cherche une pièce comique. Ça serait de la comédie, oui. Ça serait de la comédie. Et puis là, je travaille sur No Man's Land, une adaptation que j'ai faite du Monde s'effondre de Chinua Achebe, que j'avais montée avec une structure au Burundi. Je ne dépends pas des financements, moi. Je suis un artiste. Ma société est vivante, je suis vivant. J'ai envie d'être en exercice. Je ne vais pas dépendre d'un financement quelconque. Voilà. Et depuis le départ, ça a toujours été ça. Voilà. Merci Noël.
Ben, je t'en prie. Merci d'être venu à ce podcast. Merci d'avoir échangé avec nous ce beau moment. C'est un plaisir. Et, ça nous a permis d'apprendre beaucoup plus sur ton travail. Il n'y a pas de questions dans le public, vous êtes sûr? Non? Pas de questions sur le live en plus? Non, ok, il n'y a pas de questions. On comprend, tout le monde est en tradition en ce moment. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est une première, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'on te reçoit. On fera cet échange une prochaine fois. Et on va le diffuser très rapide également pour pouvoir le partager. Parce que tu as beaucoup de choses que tu as dit qui sont intéressantes, qu'on voudrait qu'en plus large public l'écoute. Surtout que les autorités aussi entendent le message que tu as fait passer ce soir. Ils ont intérêt. Voilà. Sinon, je deviens cultivateur ou éleveur. Voilà. On veut pas en perdre plus dans le milieu. On en perd déjà. J'en connais pas mal déjà de jeunes que je connaissais depuis un bon moment, mais qui abandonnent maintenant, qui font autre chose, qui ont trouvé un petit boulot, qui se débrouillent un peu, alors qu'ils ont passé des années de formation, ils ont passé des années d'expérience, ils ont dû abandonner parce que, bon, il n'y a plus de moyens. On espère que les autorités vont écouter ce message-là, mais surtout le secteur privé. Moi, j'insiste beaucoup sur le secteur privé parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont de l'argent, on sait que des gens investissent dans d'autres domaines. Il faut qu'ils comprennent. Peut-être que ce serait bien qu'ils viennent nous voir, donc, pour qu'on les explique de cohabitation, l'effet de dénonciation, de changement dans les sociétés, ça se passe par le théâtre. Oui. Ça se passe par le regard de l'autre qui voit sur les personnages qui sont montés, sur cette dénonciation qui se fait par l'autre. Tout à fait. J'ai fait toute une plaidoirie là-dessus, mais c'était une façon de reprendre en gros ce que tu as dit ce soir, et on espère que ça aurait un effet positif. Il faut. Je vais juste dire un dernier mot. Je m'adresse à tous les artistes, où qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient dans un pays de l'Union européenne, qu'ils soient dans l'Océanie, en Inde, peu importe. Là, je m'adresse à tous les artistes du monde. J'aimerais que, où qu'ils soient, qu'ils croient en ce qu'ils font, qu'ils croient en leur réflexion, en leur philosophie, en leur pensée. Où qu'ils soient, qu'ils ne ferment jamais les yeux sur le monde entier, dans son fonctionnement, et qu'ils aient toujours un regard sur nos politiques, quoi qu'il en soit, qu'ils nous donnent de l'argent ou pas pour qu'on continue ce qu'on sait si bien faire, apaiser le monde, apaiser les sociétés. On ne doit jamais s'arrêter. Il faut qu'on continue. Quoi de mieux pour terminer ce beau podcast. Merci à vous, mesdames, messieurs. Merci à ceux qui étaient avec nous sur le live. Et il sera en rediffusion sur les plateformes de Facebook, Instagram. Et je vous dis à bientôt.